si j'ai préfacé votre bouquin, c'est qu'il y a des choses que j'ai senties dans les valeurs que nous partageons. Donc voilà, sinon je ne mets pas mon nom à côté du nom de quelqu'un d'autre. Voilà, et donc je pense quand même que un des soucis qu'on a aujourd'hui, c'est que ces espaces-là d'élaboration, on les a assez peu finalement. Là, on est dans une situation voilà, assez questionnante, c'est presque un peu un ovni d'amarrer des échanges professionnels comme ça. En même temps, on le fait, parce que est-ce que de votre point de vue, il y a une santé culturelle pourrait nous réunir, s'il y a quelque chose qui vienne nourrir votre réflexion? Bienvenue à la scène d'échange professionnel organisée par Urba Lyon. Dessine-moi la culture ou comment le vécu culturel redessine le récit des territoires. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et que du coup, il faudrait peut-être qu'on accepte que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui est important parce que c'est en train de creuser les éventuels alors changements de direction, transition, peu importe, enfin, mais les modifications nécessaires. Notre société aujourd'hui ne construit pas le politique comme un lieu de création de cadres d'humilité dans lequel on peut avancer. Alors nous on essaye à Villeurbanne, on essaye sur la métropole en développant plein de choses très modestement, mais je n'ai pas l'impression que ça fasse système et j'ai quand même l'impression qu'on est en train de penser qu'on va répondre à des transitions par un autre modèle de performance et que ça on va le payer cher quoi. Enfin, et que le récit qu'on va écrire ensemble et pas de storytelling. Enfin, j'ai dit quel est le récit, quelle est notre histoire, parce qu'en fait, en gros, on arrive à la fin d'une et il y en a une autre à construire, et que la culture, et il ne s'agit pas du tout de l'instrumentaliser, c'est qu'on n'est pas en train de demander à la culture d'écrire l'histoire. On dit juste que la culture, par les émotions qu'elle nous fait vivre, par les chocs esthétiques, par les bouger, parce que enfin, quand Olivier dit qu'il faut qu'à un moment on bouge, mais en fait, il n'y a que la culture qui peut des fois nous emmener dans ces moments de nous décoller, quoi, enfin, où on se regarde à l'œuvre dans un truc un peu transposé et on se dit non en fait c'est pas jouable, ça va pas le faire si on... donc voilà, moi c'est pour ça que je dis très sincèrement que je crois que les politiques culturelles sont finalement celles qui ont le plus de leviers de transformation. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de politique de mobilité, qu'il ne faut pas avoir de politique d'emploi et tout ça. C'est couplage complexe. Oui, il y a une personne du Citral. Oui, mais une fois que je vais dire ça, on va se dire allez tiens, on va mettre un peu de culture dans tous les trucs. Et... Non, enfin, il faut juste qu'en fait on arrête de penser comme on pensait. Voilà. Et je ne sais pas comment on va faire, c'est tout. Et du coup ça crée beaucoup d'incertitudes, mais voilà, acceptons cela. Mais on va y arriver quand même pourtant, je pense. Il n'y a aucune raison, parce qu'on fera des réunions comme celle-ci. De programmation culturelle, de se dire qu'il faut favoriser au maximum ces allers-retours, ces dedans, dehors. J'essaye de plus dire l'aller vers, parce qu'en fait, du coup, ça a été complètement repris par le travail social. Mais c'est nécessaire, il faut le faire, mais c'est comme tous ces concepts, à un moment, c'est intéressant parce que ça fait bouger, puis après ça enferme. Donc, je le dis moi, mais en tout cas, cette question d'aller-retour, et c'est là où, effectivement, nous, on a été complètement bluffés par la qualité de toutes les propositions artistiques et culturelles qui nous ont été faites dans cette démarche-là. Donc, ça, c'était un deuxième point important, c'était comment est-ce que, au travers de cette année, on vient un peu bousculer une forme d'ordre établi, sans être dans la critique, mais en étant dans l'interrogation. Voilà. Et ça, bien sûr, il y a plein de choses qui ne se feront plus pareil après cette année qu'on vient de vivre ensemble, parce qu'on a vu que sur l'espace public, on était capable d'avoir des gens qu'on n'avait jamais eu dans un certain nombre de manifestations, que quand on organisait ce travail de dedans-dehors, et bien du coup on avait des vrais effets sur le public qui n'était pas un public habituel des équipements qu'on avait, et puis surtout on s'est rendu compte que cette politique culturelle, elle rencontrait tellement les Villeurbanaises et les Villeurbanais que ça générait tellement d'énergie que nous on est en train plutôt de conceptualiser la question de comment cette année c'est un réservoir pour conduire les transitions que vous avez évoquées rapidement en introduction, la transition écologique, transition sociale et transition démocratique. Comment ce moment un peu gratuit au sens pour les gens, hein, parce que pour la collectivité, c'est à peu près pour la ville de Villeurbanne, parce qu'il y a plein de choses qui ont circulé, mais là on présente le bilan financier aux partenaires financiers.
Pour la ville de Clermont, c'est un surcoût de 8 500 000 € pour l'année 2022. Voilà, il faut se dire les choses, mais ça reste 8 500 000 € de supplément d'investissement d'une ville, enfin de fonctionnement en l'occurrence. Et donc ça, pour nous, c'est de l'énergie sur laquelle on souhaite capitaliser. Voilà un peu ce qu'on a essayé de faire, parce que si je rentre dans chacun des événements, en fait, je vais vous raconter des belles histoires, vous allez tous être super contents, mais je ne suis pas sûr que ça fasse progresser notre cheminement intellectuel commun, quoi. Voilà. Très bien. Mais il y a plein de belles histoires à raconter. Il y a des beaux récits. Alors, on va tenter une prouesse technologique. Alors, je suis en ligne avec Sylviane Chen. Sylviane Chen, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais me mettre au plus près de mon téléphone portable. Donc, vous êtes vice-présidente culture et vie étudiante à l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Vous êtes maire adjoint à la culture. Donc, je vous mime la situation. Je vois l'acquiescement de monsieur Cédric Van Stevendel. Et donc, nous allons peut-être organiser un dialogue très improbable sur le plan technique, mais tout à fait valable sur la question culturelle. Sylviane Chen, vous avez vous-même candidaté à Capitale française de la culture. Il y a quand même un signe qui ne trompe pas M. Stevendel. Il y a une certaine vitalité sur l'aire métropolitaine de voir des territoires comme ça engagés dans des démarches capitales. Est-ce que ce dossier, Sylviane Chen, vous a permis d'identifier la culture plus que jamais comme un levier territorial ? Alors oui, absolument. Ça a été, je pense, comme le cas peut-être pour Villeurbanne également, mais l'objet d'un travail de fond qui a été réalisé par l'ensemble des équipes des affaires culturelles et des élus de la ville et de l'agglo, en se réinterrogeant évidemment sur quel territoire, cette notion de limite, de frontière du territoire, de territoire local, et puis également de territoire au sens beaucoup plus large. D'où vient-on? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que nos habitants sont sur le territoire? Enfin, ça nous a permis en effet de nous réinterroger, d'autant que nous avons une communauté d'agglomération qui est relativement récente. Elle date de 2017, où nous sommes passés de 15 à 74 communes. Donc la perception du territoire, on va dire, de l'agglomération n'est pas encore un fait complètement acquis, et du coup le projet culturel de candidature au label nous a réinterrogé fortement sur les liens qui existaient entre les communes de ce territoire et sur la place que la culture pouvait avoir dans la cohésion sociale de ce nouveau territoire. Alors, vous me disiez en préparatif que, alors je le dis cash, vous me disiez qu'il faut un peu sortir de ce carcan de la culture. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'autour du terme, vous trouvez qu'il y a un champ d'une marge de progression sur le fait de dire les choses un peu différemment. Nous parlions ensemble du vécu culturel. Qu'est-ce qui vous embête dans cette expression du mot culture? Est-ce que c'est justement, ça crée des limites dans la façon d'aller à la rencontre du vécu culturel des habitants? Oui, alors le mot carcan est probablement un peu fort, parce que c'était peut-être pour aller vite lors de notre conversation téléphonique, mais l'idée c'est que aujourd'hui, on va dire les projets culturels, de fait, nous conduisent à sortir un petit peu de nos chemins tout tracés, nos chemins de la culture un peu habituels, puisque les acteurs de la culture eux-mêmes s'intéressent de plus en plus à d'autres questions, qui sont celles de la transition écologique, qui sont celles de la mobilité, qui sont celles, on va dire, de la cohésion sociale également, fortement. Alors, c'est pas complètement nouveau, mais en tout cas, aujourd'hui, ça prend vraiment le pas sur d'autres préoccupations. Ce que je vous disais hier, c'est que nous, la Ville-Centre, concentrons évidemment les équipements culturels majeurs, mais que dans la réalité, il y a une évolution forte de l'accès à la culture ou de la pratique culturelle qui se développe sur les territoires plus éloignés, puisque nous avons des baisses de fréquentation dans nos institutions, on va dire, traditionnelles, mais que sur d'autres formes de projets, au contraire, nous allons chercher une population nouvelle, des habitants nouveaux qui s'investissent différemment dans le champ de la culture. Donc oui, c'est de ça dont je parle quand je parle de sortir un petit peu du carcan. Et puis c'est surtout
la culture vue comme une politique publique quand même de plus en plus transversale. Alors, à propos de transversalité, et je finis un peu sur cette capacité nouvelle à aller chercher le vécu culturel, vous me disiez aussi que dans le fond, c'est pas tant de chercher un public, mais c'est de chercher l'expérience habitant. Et vous semblez promouvoir l'idée des couplages. Alors, Olivier Amand, tout à l'heure, va nous parler de ça, mais des couplages avec d'autres thématiques sur le champ de la mobilité, sur peut-être le champ de l'économie aussi. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée de l'hybridation et d'une politique culturelle plus articulée en lien à votre vécu, madame, sur votre territoire? Oui, tout à fait. Donc, alors je vous l'ai dit hier, hein, moi j'ai été également vice-présidente en charge de la mobilité et des déplacements et de l'économie aussi à une époque. Du coup, naturellement, j'ai une perception, on va dire, un petit peu élargie de ce que finalement la culture peut apporter sur l'évolution de nos pratiques, l'évolution de la construction de notre territoire et de la pratique des habitants. Donc je vous citais hier l'exemple d'un projet culturel que nous avons construit dans le cadre d'une convention aux arts et à la culture qui s'appelait Cycle, qui était en lien à la fois avec notre politique cyclable puisque nous y avons développé une voie verte et que le projet culturel s'est fondé sur cette voie verte, et en même temps le cycle au sens, le cycle, la période de changement. Donc oui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est important, qui permet de communiquer aussi autrement, et puis qui intéresse les acteurs culturels, il faut bien le dire aussi, parce que nous ne prescrivons pas forcément tout le temps, évidemment, nous les élus, mais nous sommes aussi à l'écoute, et ça se fait assez naturellement. Je vous ai parlé également d'itinérance, comment la culture, comment l'offre culturelle et les pratiques culturelles et les co-constructions également se font d'une manière de plus en plus itinérante, avec des jauges qui sont très variables, qui vont de toutes petites jauges à des grandes jauges, à des cycles de formation, à de la résidence, à de la participation des habitants, mais au sens très large. Ça peut être du logement chez l'habitant, des artisans qui participent à un projet culturel, enfin les écoles, les EHPAD, les IME, les IMP, enfin voilà, de plus en plus en fait ça s'élargit, ça pose aussi des questions évidemment de santé, ça pose des questions de justice sociale, enfin voilà. Alors deux derniers points, les marges de progrès et la question de l'aire métropolitaine. Les marges de progrès, vous sembliez dire que sur la petite enfance, il peut y avoir des marges de progrès, et également sur, c'est sans transition, aussi sur la question un peu de l'espace public. Alors, est-ce que vous pourrez revenir sur ces marges de progrès qui vous semblent très importantes et qui sont en lien avec le propos de notre collègue Nawel Babamel? Sur les marges, oui, la petite enfance, on s'est bien rendu compte que on va dire l'action culturelle au sens large au sein des structures de petite enfance qui est pratiquée en partie sur le territoire mais de façon assez inégale, porte vraiment ses fruits et génère vraiment une ouverture, une cohésion sociale importante et permet, je pense, on va dire aux pratiques culturelles ou à la valorisation des pratiques culturelles de rentrer dans les familles, dans les groupes sociaux, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup sur la ville-centre via notre réseau de lecture publique où les écoles sont les crèches sont les élèves des tout petits sont accueillis dans notre réseau de lecture publique de plus en plus, même notre crèche familiale avec des nourrices on va dire rattachées à la crèche familiale se déplacent du mieux qu'elles le peuvent dans notre réseau de lecture publique pour venir y chercher de la matière, ou alors on va dire le réseau de lecture publique se déplace aussi à l'intérieur des crèches, et on se rend compte que ça c'est très important, de la même manière qu'il y a un besoin aujourd'hui qui est fort et qui fait aussi partie de nos marges de progrès sur la question des seniors et de la lutte contre l'isolement, évidemment. Et enfin, je ne peux pas résister à l'idée de vous mettre en dialogue, un peu improbable, je le répète encore, mais sur la question de l'aire métropolitaine. Est-ce que, dans le fond, il y a une possibilité de dialogue avec Cédric Vinci-Venel, peut-être vous répondra, mais est-ce qu'il y a cette envie d'affirmer un peu cette notion, ce volet territoire de culture, et
on sait que vous aimez dialoguer. On va voir Nicolas Mezzetti après, mais je sais qu'on a pu dialoguer sur l'ère métropolitaine universitaire dans le cadre de POPSU. Est-ce que vous pensez, Madame Chen, que sur le champ de la culture, on pourrait ouvrir un peu plus le dialogue? Ben oui, parce que par définition, la culture ne connaît pas de frontières. C'est une blague, mais je le pense quand même. En tout cas, elle nous permet d'en franchir, je pense, de nombreuses. Voilà, et que par conséquent, l'apport des différentes échelles territoriales, moi, me paraît intéressante ici, en tout cas localement. Moi, j'espère pouvoir développer des projets avec le MAC de Lyon, que j'ai déjà rencontré justement dans cette même intention, puisque nous avons un petit centre d'exposition, on va dire, d'art contemporain, entre autres, et pas que, mais oui, je pense qu'il y a des échanges, il y a vraiment des synergies à creuser entre les différentes échelles territoriales. Encore une fois, pas pour gommer les frontières, mais pour simplement les rendre plus ouvertes, peut-être voilà, faire des petites entailles et se dire que voilà, on a tous à apprendre les uns des autres, quelle que soit notre échelle, et qu'on a la chance d'avoir la métropole de Lyon d'un côté. Nous, on a aussi Genève qui n'est pas très loin. Et sur le plan théâtral, notre scène nationale travaille déjà avec des théâtres genevois. Donc je crois à ça. Je pense que nous avons intérêt à peut-être donner cette coloration aussi de territoire, de culture plus large que celui de la métropole de Lyon. Finalement, nous n'en sommes pas si loin. Merci beaucoup, Sylviane. Peut-être une réaction plus tard ou tout de suite pour ce dialogue. Je voulais sourire sur la question des partenariats avec des compagnies de théâtre, où ça veut dire que oui, ça peut être une voie, une troisième voie, je sais pas, mais une voie. Oui, complètement. Non, mais je ne soyais pas du tout pour ça. Je regardais Cédric Vidal, parce que pour nous, c'est un des 3 axes de la politique culturelle de la métropole, c'est faire territoire. Parce qu'on part du principe que ce territoire, en fait, n'a pas d'existence appropriée par les habitantes et les habitants de la métropole, et que la culture peut être un moyen. Alors, il ne s'agit pas de dicter aux uns et aux autres un sentiment d'appartenance, d'appropriation, mais en tout cas, il permet de dire qu'il se passe quelque chose et que la culture peut permettre des lieux pour se raconter cette histoire qui est en train de se passer, et on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais nous, c'est un des 3 axes stratégiques de la délibération 4 posée sur la politique culturelle dans la métropole. Donc bien sûr que ça a du sens qu'on se dise territoire, culture et métropole. Merci beaucoup à tous les deux. Écoutez, Sylviane Jeanne, je ne sais pas si vous restez avec moi un petit peu pour écouter Nicolas Mezzetti, là, on va solliciter par... C'est possible, je peux le faire encore pendant un petit moment. Ah bah, très bien. Écoutez, c'est super. Donc Nicolas Mezzetti, vous êtes là en ligne, vous nous entendez? Alors oui, peut-être des problèmes de son maintenant. Attendez, on vérifie juste la question du son. Nicolas, alors on vous montre. Il est bon, donc... Il est bon, c'est bon. On vous met sur l'écran. Nicolas, il a ouvert son micro. Vous avez ouvert votre micro? Nicolas, je vous vois. Nicolas, je vous entendais. Oui, eh bien, écoutez, quand les choses se cumulent, elles sont ainsi. Nicolas, vous m'entendez? Non, visiblement pas. External. Je vous entends très bien. Ah, alors pourquoi je ne vous entends pas? C'est peut-être ici, il y a peut-être eu un fait débranché. Là, est-ce que vous... C'est son micro. Alors, est-ce que... Excusez-moi, je sais que c'est pénible de nous entendre vous indiquer des consignes, mais le check micro, est-ce qu'il fonctionne? Je vous entends très bien. Ça marche très bien en visio. Ah, alors là, c'est quand même une énigme. Une énigme totale. On revient vers vous après, Nicolas Mezzetti. Je voulais tout simplement... là, il y a vraiment un mystère total. Écoutez, c'est pas grave, on continue. Alors, j'ai pourtant le micro activé. Ah, mais alors ça, c'est un problème de câble qui est débranché quelque part, parce que... écoutez, que fait-on? C'est quand même l'énigme technique. Nicolas, vous nous attendez, on revient à vous, c'est promis.
Sinon, vous m'appelez. Vous savez quoi? On pourra peut-être l'amener peut-être un petit peu à la oui, bien vidéo, sûr. enfin on l'interdit. Mais c'est juste pour dire que peut-être son apport était plutôt axé sur l'expérience des capitales européennes de la culture, puisqu'il a fait sa thèse en 2013 sur l'expérience marseillaise, capitale européenne de la culture, et il vient un peu questionner l'idée de comment faire parler sur la même fréquence le récit écologique qui peut paraître des fois dystopique et le récit culturel qui est utopique. Donc c'est des grandes caricatures évidemment, mais comment du coup on arrive à faire dialoguer ces deux sphères-là pour finalement synchroniser un peu nos récits et embarquer un peu plus tout le monde dans des enjeux de transition cohérentes et voilà, pour l'avenir. Très bien. C'était un peu ça l'idée. Mais de toute façon, merci à Noël de donner ces informations, mais on voit que vous galérez et on continue. Allez, c'est pas grave, parce que Olivier, vous allez avoir un boulevard là sur tout ce qui est sur la résilience et les chocs pour un peu nous donner à tout à l'heure, nous dit-il. Alors, on va venir peut-être sur 3 entrants, monsieur Stevenel, si vous le voulez bien, avec une envie de montrer un petit peu comment on défriche un sujet, mais comment aussi on peut prendre un peu repère sur ce qui a précédé, et notamment sur cette tension entre la notion de santé et territoire, peut-être de vous mettre en récit, peut-être quelques conseils, presque on va dire, de Damien Saunier, sur la façon de s'emparer de la notion de santé culturelle, qui aujourd'hui est questionnée, qui peut être un très bon concept ou pas, je ne sais pas. Si on dit santé environnementale, c'était pas gagné il y a quelque temps, Damien, est-ce que tu peux nous faire le court récit de pourquoi ça vaut le coup d'aller défricher des sujets comme ceux-ci? Dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont participé à santé environnementale, que je fais un petit coucou. Pourquoi on peut s'accrocher sur ces sujets? Bonjour à toutes et tous, merci pour cette question. C'est vrai que quand je suis venu dans ton bureau, que tu m'as sollicité pour parler d'un échange pro sur la santé culturelle, je me suis dit oui, c'est bien, Angèle, merci. Et en fait, je me suis replongé 6 ans auparavant, où je étais dans le bureau de Pascal, où elle me dit Damien, ça t'intéresse de travailler sur la santé environnementale? Oui, Pascal, c'est bien. Et en fin de compte, au-delà de concepts qui nous paraissent parfois un peu théoriques, ou très éloignés, en tout cas, de nos préoccupations territoriales, et de nos métiers, en fait, qui sont des métiers plus opérationnels, liés à l'aménagement, on se rend compte, en fait, que les interactions, elles sont fortes, et que l'atterrissage territorial, il est vraiment opérant, dans le sens où on peut agir, même si la santé c'est une politique publique, c'est pas une compétence de la collectivité locale, elle est agissante en la matière. Et pour ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes sur lesquelles il faut arriver à avancer. Il y a déjà un étape de la compréhension des phénomènes. On se rend compte aujourd'hui que ça paraissait pas évident à l'époque, ça l'est complètement aujourd'hui. On se rend compte que le lien entre notre environnement de vie et notre santé, elles sont intimement liées. C'est quand même, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est 50% des maladies chroniques qui sont liées à l'environnement dans lequel les malades vivent. Donc c'est notre environnement de vie qui conditionne pour partie. Et en fait, quand on commence à s'intéresser à ces questions-là, qu'on comprend la notion de déterminant de santé, on se rend compte que 70% de ce qui fait notre santé, c'est pas notre génétique, c'est pas notre offre de soins, c'est pas la qualité des soins thérapeutiques dont on peut bénéficier dans nos sociétés contemporaines, c'est notre environnement social, c'est notre développement culturel, notre développement intime, collectif, c'est notre emploi, viabilité, c'est notre cadre de vie aussi bien sûr, nos pratiques quotidiennes, nos habitudes alimentaires, etc., etc. Et là, quand on commence à dérouler la pelote, on se dit mais l'alimentation, la collectivité est compétente, le social, on est compétent, le logement, on a une compétence, l'urbanisme, on est compétent, l'assainissement, on est compétent, et on se rend compte que, en gros, 90% de ce qui fait notre santé est du domaine de la compétence de la collectivité locale. Alors là, on se dit waouh, mince, j'avais pas vu ça. Et là, ça change complètement le regard, parce que ça donne un objectif différent à la manière dont on conduit les politiques publiques. Et on s'est rendu compte, quand on s'est mis à expérimenter des territoires partenaires des agences, à mettre en place des démarches d'urbanisme par la santé, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un catalyseur
de l'ensemble des politiques publiques que conduit une collectivité locale. Et on a fait des exercices vraiment très très enrichissants avec les collectivités où on mettait, voilà, c'est la fameuse élément vers lequel tout le monde veut tendre quand on parle de transversalité, de pluridisciplinarité, pardon, ce terme j'y arrive pas, entre les directions techniques, et ben en fait la notion de santé permet d'avoir cette même objectif commun et de voir différemment aussi l'objectif dans lequel on fixe une politique publique. On avait fait l'expérience sur Vienne Conduire Agglomération, où on a mis toutes les directions techniques autour de la table pour leur dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'action pour la santé publique. Et là, tout le monde s'est regardé en disant, mais qu'est-ce que vous nous dites, qu'est-ce qu'on fait là? Moi je fais de l'assainissement, moi je fais de la mobilité, etc., etc. Et quand on a commencé à leur parler, à expliquer ce que c'était vraiment que la santé, eh ben, ils sont prêtés au jeu, ils se sont dit, et vraiment chacun à un moment donné est devenu acteur. Et du coup les connexions se sont faites naturellement. Et c'est ça qui est intéressant dans ces approches-là, et je pense que la notion de santé culturelle va peut-être, et j'espère, en tout cas je le souhaite, prendre le même chemin, c'est qu'elle permet de fédérer des compétences diverses autour de mêmes objectifs. Et en plus, quoi de plus vertueux pour un élu que d'agir en faveur de la santé de ses concitoyens. Je pense que c'est quand même la santé, c'est une ressource. C'est une ressource chère à tous. Et je crois qu'il n'y a pas plus bel mandat que de vouloir rechercher cette qualité de vie, ce bien-être de chacun. Donc c'est possible. Merci beaucoup Damien de ce témoignage sur cette courte histoire de la santé environnementale et peut-être trouver un peu des éléments de repère, pas car la route est longue, du concept à l'opérationnalisation. On arrive à vous, Olivier Hamon. Est-ce que vous nous trouvez robuste? Est-ce que vous nous trouvez robuste? C'est un exercice de robustesse, une démonstration. Mais... En direct. Pardon? Ah oui, j'ai des petites diapos pour oui. Et elles sont où ces petites diapos? illustrer. Elles sont dans le PPT, dans le PPT. Lequel? Oui. Où on était là, New 4. 29 mars, Voilà, là, je me c'est ça. vois, Non, New 4. On peut... Non, elles sont intégrées dans... ok. Voilà, très bien. Donc on défile un petit peu. Encore en dessous? Mais je peux commencer tranquillement. Allez-y, encore, Sandra. Encore. Encore. Allez. C'est moi. Bon, bah, merci de l'invitation. Donc en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis biologiste et donc je vais un petit peu vous parler de cette troisième voie du vivant. Ici, mais je vais commencer en fait avec on avait reçu à Lyon, peut-être que certaines d'entre vous étaient là, on a reçu Denis Meadows en septembre, qui est l'auteur principal du rapport au Club de Rome, donc il a 80 ans, mais il a toujours bien frais et il a plein d'idées. Et il nous a dit, ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ça mérite réflexion. Alors d'ailleurs, il y a une autre phrase qu'on peut mettre quasiment en parallèle, c'est celle du philosophe Alain, et qui disait que, alors je ne sais plus exactement comment il le disait, mais il disait que la démarche culturelle, c'est celle qui nous délivre de certains automatismes. Et donc si on met les deux ensemble, on a déjà une leçon pour être en bonne santé. Alors sur les habitudes, c'est quoi nos habitudes? On a des tas d'habitudes. Une habitude fondamentale, si on va vraiment au cristal, c'est quoi le cristal de nos habitudes? Eh bien c'est le contrôle, l'optimisation, la performance, l'efficacité, l'efficience. Voilà. C'est ça, notre habitude fondamentale, c'est un petit peu ça qui gouverne le monde actuellement, qu'on a complètement internalisé et qu'on ne questionne plus vraiment, à vrai dire. Donc on est un petit peu dans le monde de la performance. Alors ça a des conséquences, évidemment. La performance humaine, il y a quelqu'un qui paye pour cette performance humaine, évidemment, ce sont les écosystèmes. Alors sur la diapo d'après, voilà, il y a aussi d'autres conséquences, c'est que le dehors devient un dedans. Donc là vous avez un artiste Yang qui fait des peintures un petit peu, ou des montages en fait, un peu inspirés, on va dire, la chimie classique 16e siècle, mais quand vous regardez bien, là il y a un zoom, vous voyez les montagnes, ce sont des immeubles empilés les uns sur les autres, il y a des grues, etc. Donc c'est un paysage qui paraît naturel, mais qui est entièrement culturel. Et donc en fait on est dans un moment où on a tellement aménagé la nature que en fait on se comporte avec notre environnement, avec notre milieu, comme dans un salon, quoi. C'est là où on se dit où est-ce qu'on va mettre la table basse, quoi. On en est à peu près là.
Alors ça, à la limite, pourquoi pas, hein, ça pourrait être un modèle. Le problème, évidemment, c'est que ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, sur la diapo d'après, là, c'est ma citation de Michel Serres dans Le Contrat naturel, hein, qui dit « Nous dépendons désormais des choses qui dépendent de nous ». C'est ce que dit Michel Serres. En fait, on est en train de rentrer dans l'ère des rétroactions. On a tellement occupé tout le territoire que tout nous revient en boomerang. Que ce soit sur le plan écologique, social, économique, sanitaire, géopolitique, c'est multifactoriel évidemment. Donc ça, bon, on est bien tous au courant, mais là, par contre, je voudrais juste insister sur un mot, parce qu'on peut être un peu perdu dans tous ces rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBES, l'IUCN et compagnie. Il y a un mot à retenir, hein. Il n'y a qu'un mot à retenir, c'est le mot fluctuation. C'est le mot fluctuation. Nous rentrons dans un monde fluctuant. Nous rentrons dans un monde instable. Alors ça, c'est un moment copernicien. Hein. C'est une révolution copernicienne dans l'histoire de l'humanité, puisqu'en fait, nous sommes en train de quitter le néolithique. Si je vais le dire autrement, notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. Le néolithique, c'est le moment où les humains veulent contrôler la nature. C'est il y a 10 000 ans, enfin pour l'Europe, c'est il y a 10 000 ans, c'est l'agriculture, c'est la domestication, c'est la sédentarisation. On contrôle, on optimise, on fait de la performance. Aujourd'hui, notre performance devient contre-productive. Elle limite notre développement futur. Donc il va falloir apprendre à vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. C'est donc vraiment la fin du néolithique. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire là-dessus. C'est le monde fluctuant. Donc il va falloir apprendre à habiter un monde fluctuant. Alors du coup, sur la diapo suivante, on va apprendre du vivant pour faire ça. Alors je le dis de façon un petit peu brutale, parce qu'en fait, les professionnels du monde fluctuant, c'est les êtres vivants. Il se trouve que c'est comme ça qu'ils sont sélectionnés. Alors là, je vous montre sur ce petit diagramme là. Oui, à gauche, c'est de façon très schématique, une vision qu'on pourrait dire de l'humanité moderne. Que font les humains sur Terre, enfin la plupart des humains sur Terre, quand ils ont des problèmes, enfin quand nous avons des problèmes, nous tapons dans des ressources et nous obtenons une solution. Donc ça, bon voilà, si vous voulez aller vite quelque part, enfin si vous voulez aller vite à destination, vous allez prendre l'avion, brûler du kérosène et vous arriverez à destination. Voilà, ça c'est un peu, si vous voulez télécharger un film, vous allez brûler des métaux, mettre de la 5G et paf, vous allez avoir votre film. Voilà, c'est un petit peu la stratégie. Alors donc ça, c'est une méthode qui est basée sur beaucoup d'extraction, très peu d'interaction. C'est le monde de la pauvreté des interactions. Hein. Ça c'est le monde de la performance, c'est le monde de la pauvreté des interactions. Le monde vivant fait quelque chose de complètement différent. Les êtres vivants, en fait, ils font comme ça. En fait, ils ont des problèmes aussi. Alors, ils ne le formalisent pas comme des problèmes, mais ils ont aussi des problèmes vu de l'extérieur. Mais ils laissent macérer leurs problèmes un peu plus longtemps que nous. Ils passent beaucoup plus de temps sur les questions, on pourrait dire comme ça. Et du coup, ces problèmes, ils agrègent des partenaires. Donc là, les P, là, c'est des partenaires qui sont connectés à des problèmes, à d'autres partenaires et à des solutions. Et on passe du problème à la solution par les interactions entre les partenaires. C'est la symbiose. Hein. Votre corps fonctionne comme ça, les cellules de votre corps fonctionnent comme ça. Elles ne fonctionnent pas du tout comme à gauche, hein, heureusement d'ailleurs. Donc ça, ce qui est à droite, là, ce schéma-là, vous voyez que le mot ressource a disparu. Hein. Alors, il y a toujours des ressources, mais ce n'est plus un stock de ressources qu'on déstocke, c'est un flux de ressources. Les ressources sont régénérées en permanence. Et donc c'est vraiment les interactions, l'hétérogénéité des partenaires qui remplacent le stock de ressources. Et donc vous voyez qu'en fait, à droite, là, la voie du vivant, c'est l'abondance des interactions et il y a très peu d'extraction. C'est l'inverse. C'est vraiment le modèle inverse. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est l'inverse. Alors du coup, ça doit nous éclairer. Alors il y a des choses là-dedans qui sont déjà bien connues. Alors peut-être sur la diapo suivante, en fait, il y a certains aspects qui sont déjà bien connus là-dedans sur le vivant. Les deux premiers notamment, la circularité et la coopération, ça on sait bien que c'est des choses maintenant qui sont bien établies chez le vivant. Sur la circularité, je pense que j'ai pas trop besoin d'insister, avec l'économie circulaire, maintenant c'est quand même bien ancré. La coopération, ça c'est un tout petit peu plus nouveau, hein, parce que si vous avez vu beaucoup de documentaires animaliers, vous pouvez un peu avoir l'impression qu'en biologie, il n'y a que de la compétition. Hein. Le lion qui veut se choper la gazelle, là, voilà, c'est un petit peu un film d'horreur en permanence. Alors, non, c'est pas ça du tout. Hein. La biologie, il y a beaucoup de coopération. Enfin, on le sait maintenant beaucoup mieux qu'avant. Hein, vos cellules de votre corps, elles coopèrent. Hein, elles ne sont pas dans la compétition, hein, sinon ça se passerait moins bien. Mais je ne vais pas trop insister sur la coopération. Enfin, on pourra en reparler après. Je vais surtout insister sur le troisième principe, parce que c'est celui qu'on oublie.
c'est que circularité, coopération, à peu près tout le monde est bien au courant. La robustesse, par contre, ça a été un petit peu, c'est un peu ignoré ou mis sous le tapis. Alors c'est quoi la robustesse? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. La robustesse, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Il n'y en a pas d'autre. C'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Alors du coup, la robustesse, comment font les vivants? Donc les vivants sont sélectionnés sur cette robustesse, c'est ça qui est sélectionné au cours d'évolution. Alors comment ils font? Alors je vais vous donner deux exemples. Alors sur le premier, c'est la baleine. La baleine, oui, c'est un être vivant donc, que vous connaissez bien, j'imagine. Donc la baleine, c'est... elle est au-dessus là. Donc la baleine, en fait, c'est un gros être vivant. Mais quand vous réfléchissez bien, la baleine, c'est un mammifère qui a des poumons et donc qui est dans l'eau. Alors, il y a un problème, parce que quand on a des poumons et qu'on est dans l'eau, il faut aller de temps en temps à la surface pour respirer l'air atmosphérique. Donc, vous voyez la contrainte que c'est quand même. Imaginez que on fait l'inverse, quoi. Si vous étiez des poissons, il faudrait que toutes les minutes vous mettiez la tête dans l'eau pour respirer. C'est ce que font les baleines. Donc vous voyez, les êtres vivants ne sont pas très performants. Ils ne sont pas très performants. La baleine, c'est un exemple typique, et pourtant, elle existe depuis des millions d'années. Alors c'est ça la robustesse finalement. C'est en fait, c'est pas contrairement à ce qu'on peut comprendre de Darwin. Souvent on résume Darwin en disant la sélection naturelle, c'est la sélection du plus adapté. Alors c'est pas du tout ce qu'a dit Darwin. Darwin, il a dit les êtres vivants avec les caractères satisfaisants sont sélectionnés. 10 sur 20. Good enough. C'est ça qui est sélectionné au cours d'évolution. Donc la baleine, c'est pas très performant, mais apparemment c'est quand même suffisamment performant pour pouvoir résister. En fait, c'est plutôt que c'est robuste. Alors l'exemple que je préfère finalement, c'est surtout la photosynthèse. Voilà. La photosynthèse, vous savez, ça existe depuis 3,8 milliards d'années, donc c'est extrêmement ancien. C'est le processus métabolique le plus important sur Terre. C'est ce qui transforme du CO2 en fibres de carbone, les plantes. Alors ce truc-là, la photosynthèse, le rendement de la photosynthèse, c'est moins de 1%. C'est-à-dire que les plantes, les êtres photosynthétiques, gâchent 99% de l'énergie lumineuse. Nous, avec nos panneaux solaires, on est à 15% en 50 ans. Donc comment ça se fait que les plantes aient un rendement aussi nul, quoi? Enfin, c'est pas nul, mais c'est 1%. C'est quand même pas loin d'être nul. Alors je ne vais pas vous rentrer dans les détails biologiques, mais en fait aujourd'hui on sait pourquoi c'est si bas. Et la réponse, c'est que les plantes gèrent les fluctuations lumineuses, les fluctuations cellulaires, les fluctuations moléculaires. Ce n'est que ça. En fait, les plantes ne gèrent que les fluctuations. Il n'est jamais question de performance. Il n'est jamais question d'efficacité ni d'efficience. Elles ne font que de la robustesse. Alors ça doit quand même nous éclairer. Alors il y a, sur la diapo suivante, on peut l'élargir. Là, je vous ai juste donné 2 exemples. En fait, il y a des centaines d'exemples comme ça, et c'est comme ça que fonctionnent les êtres vivants. En fait, les êtres vivants se construisent sur leurs points faibles. C'est-à-dire que ce qui nourrit la robustesse du vivant, c'est les hétérogénéités, l'aléatoire, la redondance, les lenteurs, l'inachèvement et les incohérences. Ça, c'est démontré maintenant à toutes les échelles, dans les réseaux moléculaires, dans les réseaux de neurones, dans les réseaux des écosystèmes. C'est ça qui construit la robustesse. C'est mettre du jeu dans les rouages, quoi. Je vais vous le dire autrement. L'avenir, ça ne se prévoit pas, ça se prépare. Je peux vous le dire autrement, encore une fois. Dans un monde fluctuant, on ne fait pas d'adaptation, on fait de l'adaptabilité. Quand on fait de l'adaptation, ça veut dire qu'on prétend savoir ce qui va se passer. Aujourd'hui, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Donc il ne faut pas s'adapter, il faut être adaptable. Être adaptable, ça veut dire faire des choses inutiles à l'instant T, là, T0, qui seront peut-être utiles plus tard ou pas. Et donc c'est exactement ce que font les êtres vivants. Alors la question c'est est-ce que ça se limite aux êtres vivants, cette histoire de robustesse? Évidemment, surtout que c'est dangereux d'appliquer des modèles biologiques sur des modèles sociaux. Il y en a beaucoup qui l'ont fait par le passé, on a vu ce que ça pouvait donner. Mais quand même, cette idée de robustesse, il y a peut-être un message quand même. Surtout que bon, c'est quand même, maintenant c'est très bien théorisé, et au-delà du vivant d'ailleurs aussi. Alors juste sur la diapo d'après, je donne quelques exemples. L'agriculture intensive hyper performante, qui est en train évidemment de disparaître, progressivement, mais qui est quand même bien ringardisée actuellement pour des tas de bonnes raisons. Ce qui la remplace, c'est l'agroécologie. Donc l'agroécologie, c'est une forme d'agriculture qui est moins performante, mais plus robuste. Parce que cette fois, c'est la diversité génétique au champ qui apporte l'équivalent des engrais, l'équivalent des pesticides, l'équivalent de l'irrigation.
le champ devient autonome, une forme d'autonomie active. Ben c'est de la robustesse finalement. Ça, c'est de la robustesse. Alors que c'est l'agriculture, le tout réparable, le low-tech, tout ça c'est de la robustesse, construite contre la performance. Évidemment au niveau institutionnel, je ne vais pas m'appesantir sur le 49.3 ou les lois d'accélération. Tout ça, c'est des modes performants, hein, évidemment. Hein, donc c'est pas du tout robuste. Alors, on le voit bien, c'est très fragile. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Alors, une fois qu'on a pigé qu'on rentrait dans un monde fluctuant, il y a des choses qu'on ne fait plus, en fait. Voilà, donc le participatif. Et alors, je ne sais plus ce que je voulais dire sur la dernière diapo. Oui, voilà, en fait, il y a une bascule. Il y a une bascule parce que ces petits exemples qui sont ponctuels, l'agroécologie, le tout réparable, etc., en fait, ça dessine un monde qui va aussi basculer. Si on est à la fin du néolithique, et qu'on rentre dans ce monde fluctuant, et qu'on va habiter ce monde fluctuant, ça veut dire que on va vraiment basculer vers autre chose. C'est-à-dire que le progrès jusqu'à présent a été guidé par des gains de performance. On a augmenté l'efficacité, on a augmenté l'efficience. C'est ça qu'on a fait depuis 10 000 ans, quoi, grosso modo. Aujourd'hui, on se rend compte que notre performance limite la viabilité de l'humanité sur Terre. La nature menacée devient menaçante. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on fait du développement durable, voilà, il y a plein de choses. En fait, si on reste toujours dans l'efficacité et l'efficience, ça ne va pas marcher. Hein. Donc, le futur du progrès de l'humanité, ce ne sera plus des gains de performance, ce sera des gains de robustesse. Et je le dis au futur. Je le dis au futur parce que si on suit tous les rapports scientifiques, c'est le monde fluctuant qui domine. C'est les fluctuations qui vont dominer. Dans un monde fluctuant, on fait de la robustesse. On ne fait pas de la performance. Et on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. C'est impossible. Quand on fait beaucoup de performance, on s'enferre dans une voie étroite. Quand on fait de la robustesse, on ouvre le champ des possibles. Et donc c'est pour ça que ça s'oppose. Alors, dans ce moment-là où on bascule vers de la robustesse, donc il y a quelques exemples que vous avez vus, mais peut-être sur la diapo d'après, il y a en fait un protocole qu'on peut imaginer et qui fait appel à la santé et à la culture, évidemment. Et donc c'est ce qu'on propose à l'Institut Michel Serres. Nous, on appelle ça la santé commune. Mais alors, comment ça marche, cette histoire-là? En fait, l'idée, c'est si vous avez un projet, quel qu'il soit, hein, que vous soyez une association, une collectivité territoriale, une entreprise, la première chose à faire, c'est de passer beaucoup de temps sur les questions. En fait, la démarche culturelle, son premier rôle, c'est de ralentir les questions. Il faut passer beaucoup plus de temps sur les questions. En général, hein, nous les humains, on apporte les meilleures réponses aux mauvaises questions. Hein. C'est ça qu'on fait. Hein. Pensez à la voiture électrique, aux gigantesques éoliennes. Ça, en fait, voilà, bon, y a des problèmes avec ces objets-là, donc on peut certainement penser les choses un petit peu différemment. Alors, passer plus de temps sur les questions, eh ben, la culture, c'est presque le seul moyen. La démarche artistique, la démarche culturelle, c'est le moyen de passer plus de temps sur les questions. Le co-développement, interagir avec des personnes très différentes, très éloignées du sujet, c'est là qu'on va aller vers le fond du sujet. Donc ça, si vous voulez, c'est un test de robustesse sur votre question. Première étape. Ensuite, une fois que vous avez une question qui vous paraît robuste, parce qu'elle a passé ce filtre-là, eh ben, vous allez vérifier qu'elle tique les 3 santé. Santé humaine, santé sociale, santé des milieux naturels. Et il faut que ça alimente les 3 santé sans exception. Les 3 santé sans exception. Si ça n'alimente que 2 sur les 3, c'est raté. Et j'insiste sur l'étage santé sociale, parce que c'est souvent celle qu'on oublie. Hein. Si vous pensez au One Health, une santé là, qui est parfois un petit peu mis en avant, c'est santé humaine sur santé des milieux naturels. Il n'y a pas l'intermédiaire, donc ça ne peut pas marcher. Hein. Il faut vraiment, la santé humaine dépend de la santé sociale dépend de la santé des milieux naturels. C'est comme ça que ça marche, hein, c'est interdépendant. Alors là, vous avez les 3 santé, votre projet est déjà bien, mais il faut encore vérifier autre chose, c'est que dans la santé des milieux naturels, vous alimentez la santé des 3 ressources primaires, la base de toutes les civilisations, la santé de l'eau, la santé des sols et la santé de la biomasse, des êtres vivants. Les 3 sans exception. Donc là, si vous avez un projet qui alimente ces 6 facteurs, bah déjà, il est bien orienté, là, a priori. Mais c'est de nouveau pas suffisant. Il faut encore faire un test de robustesse. Et cette fois, c'est dans votre projet, bah, virtuellement, vous le faites tourner et vous faites fluctuer un des paramètres d'un facteur 10 à 100. Est-ce que votre projet tient toujours ? Si votre projet tient toujours, il est robuste. Et là, ce qui est formidable, c'est que vous avez inversé la place du modèle économique. C'est-à-dire que quand on ne fait pas ça, on a des idées, et très vite, le modèle économique est une contrainte d'entrée.
qui fait qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Là, si vous êtes robuste, la sortie, le produit de sortie, c'est le modèle économique. Ce n'est plus la contrainte d'entrée. Et donc c'est vraiment une inversion, donc on va vraiment tout inverser avec la robustesse, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on va aussi inverser la place du modèle économique. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser ouvert à la discussion. Il y a, juste sur la diapo d'après, je pense qu'il y a quelques conseils de lecture, mais il y a un manifeste qui va sortir sur la santé commune en mai, là aux éditions Utopia, donc si vous voulez creuser un petit peu ça. Et sinon, attendez, alors avant de conclure complètement et peut-être de retenter notre chance avec Nicolas Mezzetti, mais voilà, ce magnifique livre très annoté où il y a une mine d'informations, mais j'ai pas envie de vous laisser conclure comme ça parce que dans le fond, on revient sur la question lien culture-territoire. Quand on discute effectivement avec les élus, bon, ils cherchent cette notion d'émotion et Nawel va nous en parler, mais ça veut dire que dans le fond, il faut c'est quoi le message que vous nous adressez? Il faut toper dans ces politiques culturelles, aller chercher cette robustesse et se laisser émouvoir, créer les conditions de, vous le dites, page 231, on ne peut pas émouvoir sans que le trouble ne soit en jeu. Donc il ne faut pas tout finaliser, tout... Absolument. Alors pour transformer, il faut 3 ingrédients. Hein. Il faut d'abord s'arrêter. Il faut s'arrêter. Hein. Si on ne s'arrête pas, on ne change pas. Deuxième chose, il faut de l'éducation. Il faut savoir pourquoi on le fait et avoir une idée quand même du monde qui vient. Et la troisième chose, c'est le récit. Il faut des récits. Et là, c'est là que la culture a finalement c'est le levier le plus fort. Si vous voulez, pour transformer, il faut être dans un état second. Il faut vraiment être dans un état second. Il faut se décoller. François Julien parle de décoïncidence. Il va falloir se décoller de ce monde et de nos habitudes. Et donc, en effet, ça ne passe que par les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions sont absolument nécessaires. C'est quand on pense éducation, voilà, c'est la sphère mnésique, l'intellectuel, très bien, c'est une composante. Mais avec ça, si je vous balance des tonnes de CO2, ça ne va pas vous transformer. Hein. Bon, par contre, voilà, il y a des récits qui touchent aux émotions, comment nous-mêmes on a eu le déclic, etc. Ben là, oui, là on peut transformer. D'accord, donc c'est pour les politiques culturelles, c'est un boulevard, quoi. Ah bah oui, exactement. En fait, c'est comme ça qu'on transforme, hein, tout bêtement. Et donc, si on veut être adaptable, il faut être aussi transformable. Hein, donc voilà, les deux sont liés, quoi, forcément. Alors, écoutez, on va essayer de retenter la connexion avec Nicolas Mezzetti. Merci Olivier Amand, parce que si je comprends bien, on peut faire bouger, enfin, on doit faire bouger les lignes, on peut les faire bouger. Alors, en fait, on s'était fait accompagner du précieux conseil de Nicolas Mezzetti pour voir en fait si les lignes avaient un peu bougé dans ces labellisations, dans cette vision capitale, etc. Visiblement, oui. Et en fait, Nicolas Mezzetti a produit un travail de recherche très intéressant sur les capitales culturelles et je suis prudente, hein. Je ne dis pas trop de choses parce que moi aussi j'essaie d'être robuste. Nicolas, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, et ben voilà. Ça marche? C'est magnifique. Mon Dieu, magnifique démonstration. Ça y est, je me détends. Il est 1 heure après l'échange. Ça va un peu mieux, là. Je me sens mieux. Donc, écoutez, merci Nicolas de venir un peu créer le rebond. Sylviane Chen est encore avec nous sur le smartphone. Voilà, à ce niveau-là de robustesse de notre échange, est-ce que on peut venir avec vous à travers votre travail de recherche? Je signale que nous sommes en lien sur les travaux POPSU, sur le travail du dialogue territorial et qu'on produit ensemble vraiment des choses très intéressantes en recherche-action. Là, vous venez avec votre travail de recherche et vous venez un peu nous dire, est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une façon différente de voir l'expérience culturelle? Et est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu 2-3 messages pour nous amarrer? Est-ce que les lignes bougent? Merci beaucoup déjà de m'avoir invité, même à distance. En plus avec la technique un peu capricieuse, je suis ravi d'être présent avec une double casquette. Et d'abord peut-être celle de ma casquette de chercheur en sciences politiques, ça a été rappelé. J'ai réalisé une thèse de doctorat, mais il y a maintenant quelques années, sur les questions d'internationalisation des collectivités territoriales à l'université Paris 1. C'était entre 2007 et 2012. Et c'était dans le cas de Marseille, du territoire de Marseille. Et donc, j'étais tombé au milieu de l'enquête doctorale sur cette annonce de la désignation de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. C'était en septembre 2008. Et le label a été décroché pour l'année 2013. Et donc, j'ai consacré une partie de mon enquête sur, non pas le projet
capitale au sens des événements culturels. Ça a été énoncé notamment tout à l'heure en début de réunion, dans le cas de la capitale française, donc voilà, l'organisation d'événements. Mais plutôt, j'ai travaillé plutôt sur la fabrication de la candidature de Marseille-Provence à cette capitale, et dans une perspective à la fois de gouvernance urbaine, c'est-à-dire quels sont les pouvoirs qui composent un territoire, et pas seulement les personnels politiques, mais aussi voilà, les acteurs économiques, et qu'est-ce que ça produit comme effet, ce type de projet urbain, d'opération urbaine sur le territoire. Et effectivement, hein, ce que vous disiez à l'instant sur est-ce qu'on peut identifier du coup des périodes de ces capitales européennes de la culture, eh ben elles sont celles, j'allais dire, des évolutions des pouvoirs urbains et de la gouvernance urbaine, et d'une forme d'économie politique de la production urbaine, au fond. C'est-à-dire que en 2008, au moment de la capitale, de la candidature et puis de la préparation de la capitale exo-marseillaise, on était dans un temps qui était très marqué par, je dirais, le moment Glasgow et Bilbao des politiques et des opérations culturelles. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, hein, Glasgow, c'était la capitale européenne de la culture en 1993, et puis Bilbao, ça a été, avec ce qu'on a appelé l'effet Bilbao, hein, l'idée de construire un équipement culturel un peu, et même beaucoup phare, hein, on parle dans la littérature anglophone, hein, d'équipements flagship, donc étendard, amiral, et qui permettent ensuite de s'adresser à des publics et à des cibles qui sont les investisseurs internationaux, les touristes, et puis aussi avec l'idée de changer d'image. Hein, il y a un fort, à ce moment-là, dans les années 90-2000, hein, un fort élément de la réputation comme ressource du développement économique. Parce qu'au fond, il était là, le projet, hein, il était, et cette ère-là, des politiques et de la gouvernance urbaine, elle était très orientée autour de la recherche, de la performance, ça a été dit tout à l'heure, à l'instant, de la réussite économique et du développement économique. Il y avait, tout s'est passé comme si il y avait un alignement des politiques publiques, territoriales, locales, urbaines, autour des intérêts des acteurs de marché. Donc, dans la littérature plutôt critique, dans la géographie plutôt critique, on parle de villes entrepreneuriales, puis dans une autre veine plus militante, on parlait de villes néolibérales. Je pense ici à l'ouvrage récent de Gilles Pinson, qui n'est pas du tout un ouvrage militant pour le coup, mais qui dresse un état des lieux et des travaux sur à la fois cette géographie critique et les limites de ces travaux. Donc c'est un bouquin très intéressant pour ça, et le titre est très trompeur là-dessus, hein. Ça s'appelle La ville néolibérale, mais c'est pas du tout un pamphlet contre ça, c'est plutôt l'état des savoirs. Et là on était vraiment à ce moment-là, et les politiques culturelles étaient aussi dans cette veine-là. Et donc elles étaient, moi si j'appelais ça de manière des politiques structurantes, hein, le label comme politique structurante. Ça voulait dire qui alignait, au fond, un certain nombre de dispositifs, y compris d'ailleurs des événements culturels ou des programmations culturelles, autour d'enjeux d'attirer par exemple des classes moyennes supérieures, des investisseurs, des entreprises, et puis de changer d'image. L'enjeu de la réputation à Marseille, il est évidemment central dans cette ère de la compétition internationale des territoires. Et là, on était en 2008-2013, dans cette période-là. Il me semble que justement, cette candidature, pour forcer un peu le trait, a marqué un tournant aussi, comme Glasgow avait marqué un tournant, et qu'on n'en est plus du tout là aujourd'hui. Et le cas de Villeurbanne tout à l'heure aussi, qui a été mentionné, illustre bien qu'on n'est plus dans la recherche, pour le coup, de ce que Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti appelaient la CAM, hein, compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. C'est plus du tout ça. On est sur d'autres enjeux. Alors on continue de parler de développement local, ça a été dit tout à l'heure, mais qui n'a plus du tout le même sens que le développement économique pour lui-même, au fond. On réfléchit davantage aux questions d'habitabilité, de villes hospitalières. Donc en fait, on cherche à attirer, mais plus du tout les mêmes ressources. On cherche plutôt à être accueillant, au fond, plutôt qu'à être attractif. Et c'est pas du tout les mêmes perspectives, et ça ne se traduit pas du tout de la même manière, du coup, dans les projets culturels,
y compris de capital, j'y reviendrai si vous voulez, et dans l'ensemble des politiques territoriales. Là, je reprends peut-être ma casquette POPSU, la plateforme d'observation des projets stratégie urbaine, qui déploie des recherches-actions sur 15 grandes villes en France. Et le thème de ce programme, POPSU Métropole, était justement de documenter les relations entre les métropoles et les territoires voisins, alors que les métropoles, les systèmes métropolitains étaient accusés dans les fin des années 2010, milieu des années 2010, d'être voraces, d'être captatrices des ressources, y compris économiques, aux dépens de territoires périphérisés. Et on a montré, en particulier à Lyon d'ailleurs, dans la métropole de Lyon, qu'au contraire, se développait toute une série de politiques de complémentarité, d'interdépendance. Et on était très loin de la métropole forteresse. Et qu'on avait au contraire des liens qui se menaient entre grands centres et hyper-densité urbaine et métropolitaine et les territoires voisins, dans toute une série de domaines, et y compris sur le plan culturel. Donc ça veut dire... Qui n'échappe pas à ça. Et juste pour conclure, je trouve que les 4 villes finalistes de la capitale européenne de la culture 2028 montrent bien ça. Alors, j'ai pas mené d'enquête spécifique là-dessus, je pense qu'il y a certainement des collègues qui le font, mais on voit bien que dans l'intitulé des projets, la présentation des projets, la manière dont on en parle, et dont ils sont défendus et portés par les collectivités territoriales, je parle des 4, Bourges, Clermont-Ferrand, Rouen et Montpellier, qu'on n'est pas dans des projets d'attractivité économique entrepreneuriaux. On est vraiment dans l'idée, y compris d'ailleurs où la transition écologique est au cœur, et la résilience est au cœur de ces projets, de ces candidatures. Et donc il y a un basculement à la fois des politiques urbaines, métropolitaines, de la gouvernance, et en même temps des opérations, y compris sur le plan culturel, qui sont en train de se déployer. Et voilà, ça reste évidemment sous réserve d'un inventaire un peu plus précis, et puis de voir comment ça atterrit, pour parler comme Bruno Latour, dans les territoires, dans les politiques publiques, de manière concrète et dans le temps. Mais on sent bien qu'on assiste à un basculement de paradigme, de vision des territoires et des politiques territoriales. D'accord, donc pour vous les lignes bougent, et le propos d'Olivier Amand sur la robustesse, sur cette émotion qu'on pourrait retrouver là où on ne la soupçonne pas, donc peut-être tout à fait accueilli dans ces nouvelles opérations culturelles. Vous considérez que ce paradigme n'est pas encore en action, mais en tout cas, il est à entrevoir sérieusement dans la façon de faire la culture. Ouais, moi je pense qu'on est au-delà du récit et des discours là. C'est-à-dire que pendant un certain moment, on se disait déjà ça a basculé dans les discours. Je pense on n'est plus du tout comme il y a 10 ans sur la question de la performance et de la compétitivité économique des territoires. On parle plus du tout de ça. Mais pendant un moment, on se disait, il y a un changement des discours, mais les pratiques politiques, les politiques urbaines, elles continuent quand même à forme d'inertie. Il me semble que, depuis la crise sanitaire, un certain nombre d'éléments font que la bascule, elle a été entamée. Dans tout un tas de territoires, je pense que les élections municipales et métropolitaines intercommunales de 2020 ont aussi indiqué que on était en train de changer d'époque, et que de manière pas forcément d'ailleurs très radicale, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a une vingtaine d'années dans certains travaux militants et scientifiques, mais on voit bien que il y a un épuisement finalement de ces politiques entrepreneuriales qui laissent la place à, on ne sait pas trop encore, mais en tout cas les concepts effectivement de résilience, de contre-changement climatique, d'interterritorialité, tous ces termes là. Ça a encore des nuages de mots peut-être, mais en tout cas qui ne fondent pas forcément une politique structurée et cohérente, mais on sent que on y vient, comme pour reprendre, dans la lignée de l'intervention précédente, on est en train d'y venir parce que on sent bien qu'il n'y a plus beaucoup de choix en vérité, et que l'espace des possibles se réduit à mesure que la température augmente. Et que les dérèglements de tous ordres se multiplient. Et donc peut-être que poussé par ces impératifs, au fond, on réoriente des politiques publiques et donc qui a comme un espèce d'impératif
des transitions qui est en train de se produire et qui se produit jusque dans les opérations et les projets culturels. Bah écoutez, merci Nicolas Messetti, vous restez avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup. On continue cette proposition avec un entrant et non des mots. Madame Baladier, je dois vous quitter. Ah oui, merci beaucoup. Alors je vous remercie parce que tout ce que je viens d'entendre est passionnant voilà, j'espère juste que si c'est possible, avoir peut-être une synthèse de ce qui s'est dit lors de cette réunion collective. Et en tout cas, merci à vous et je vous souhaite une bonne continuation de vos travaux. Merci à vous, Madame Chen, d'avoir participé de cette manière, mais je crois que les messages sont bien passés. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors, on continue sur cette proposition d'entrant dans ces échanges pro, toujours aller questionner le lien culture-territoire avec ces évolutions en présence sur la robustesse et la résilience, avec Nawel Babamed qui vient venir apporter une pierre dont il faut reconnaître qu'on apprend à trouver un peu les contours. Et quand on prend ces mots, santé culturelle, il faut dire quelque chose, c'est qu'on part avec, et je pense que Nawel, pourquoi santé environnementale, santé culturelle? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une conviction chez vous pour proposer ces éléments de langage et peut-être y trouver une boîte à outils tout à fait pertinente pour les territoires? Alors, pour commencer, je voudrais quand même rendre hommage à plein de travaux qui ont été faits sur ce sujet-là. Donc, quelque part, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil en termes de thématique, si ce n'est un nouvel assemblage et une manière, de nouvelles lunettes à porter quelque part pour pouvoir éclairer, conscientiser plus particulièrement cet angle de vue qui se retrouve un peu éparpillé sur différents supports d'études, dans différents métiers. Et vraiment, à l'instar de la santé environnementale, la santé culturelle est un objet qui me semblait en tout cas assez intéressant à amarrer dans cette scène d'échange pour pouvoir éclairer nouvellement les travaux, les ambitions des territoires. La crise sanitaire a été un catalyseur un peu de cette question-là, de se dire comment finalement on a traité plusieurs crises à ce jour, enfin on vit avec plusieurs crises, mais on les nomme beaucoup, la crise économique, la crise environnementale, la crise écologique, la crise sociale, enfin voilà, on arrive à nommer des crises, mais la crise du sens et du sensible est à mon sens une crise pas suffisamment nommée, pas suffisamment conscientisée et du coup pas suffisamment travaillée à l'échelle des territoires. Et c'est peut-être l'enjeu un peu de cette approche-là. Alors comme je le disais tout à l'heure, pour répondre à la question écologique, il est compliqué de restituer à la nature ce qu'on ne construit pas culturellement, c'est-à-dire du temps, de la résilience, de l'empathie, de la coopération, de la robustesse dans les relations. Premièrement, premier postulat. Deuxième postulat, pour un peu taquiner les politiques culturelles traditionnelles, il ne suffit pas d'accéder au beau pour produire du beau. Et pour exemple, les parterres de nazis s'extasiaient devant de très belles œuvres d'art tout en commettant ce qu'ils ont commis. Donc l'équation n'est pas aussi magique que ça. Et troisième élément qui me semble intéressant à apporter, c'est que dans notre vécu culturel, dans la manière dont on construit notre humanité, la manière dont on exprime notre humanité, on est influencé culturellement à 30% par notre cellule familiale et à 70% par notre environnement de vie, environnement social, territorial, voilà. Donc 70% c'est quand même énorme. Ça veut dire simplement que c'est une affaire collective. La santé culturelle, la culture est une affaire collective, n'est pas une affaire individuelle, n'est pas une affaire seulement familiale. Et n'est pas du ressort de l'individu seul, puisqu'on est responsable à 70% de ce qu'on construit ensemble. Et c'est à cet endroit-là que la question de la santé culturelle me semble intéressante. Alors le concept de santé culturelle est amené par Sophie Marinopoulos, qui est psychologue, psychanalyste, spécialiste de l'enfance, et qui pose un constat qui est assez intéressant à mon sens, qui est le fléau de la malnutrition culturelle. Elle constate aujourd'hui que même si on est un peuple civilisé, un pays riche, qu'on subit peut-être un peu moins les malnutritions dans le sens alimentaire, un petit peu moins et encore, pour autant on subit une malnutrition culturelle fondamentale qui finalement est un déclin cognitif partagé, vécu ensemble et qui est issu quelque part de cette crise du sens et du sensible. Le déclin cognitif est un déclin finalement de notre capacité relationnelle, notre capacité à rentrer en relation, à construire des relations. Et elle la traite à deux échelles différentes. L'échelle de l'individu,
et plus particulièrement les 0-3 ans, qui est une politique un peu un angle mort des politiques publiques de la culture, voilà, qui pourtant les 0-3 ans donc ce qu'on appelle les 1000 premiers jours de l'enfant, qui sont les 1000 premiers jours les plus importants qui vont finalement configurer notre rapport au monde. C'est les premiers algorithmes de pensée qui vont construire notre rapport au monde. Donc cet angle-là est peut-être intéressant à éclairer à l'échelle de l'individu avec les politiques publiques qui sont en charge de ça. Et à l'échelle aussi de l'environnement de vie. Après, oui. Donc, du coup, à l'échelle de l'individu, mais comme l'individu, donc, voilà, il se fabrique à 30% par certains éléments relationnels, mais l'ensemble des éléments qui le construisent proviennent finalement de son environnement de vie. Donc l'environnement de vie va lui renvoyer une manière d'appréhender le monde qui va le nourrir, et inversement, cet individu va nourrir le monde voilà. Donc c'est cette relation d'interdépendance qui est intéressante à poser, à conscientiser, et se dire aujourd'hui comment on peut finalement répondre à cet enjeu de capacité relationnelle, à remettre du sens et du sensible dans nos environnements de vie. Donc les politiques publiques, mais pas que évidemment, d'éducation, de santé, il y a plein de synergies à imaginer à l'échelle de l'individu, mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est à l'échelle d'un territoire. C'est comment on appréhende cette question-là. Ce qui me semble intéressant à retenir de l'approche de Marinopoulos, c'est que elle explique simplement que elle le dit différemment avec d'autres mots, mais je le dis avec les mots des urbanistes et des architectes, c'est la manière dont on dessine un territoire est une façon de raconter notre culture. C'est-à-dire quand on prend une photo d'un territoire, on peut lire culturellement qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se raconte les uns aux autres. Et cette question-là, alors elle est appréhendée par différentes manières dans les politiques publiques. Je prends l'exemple de la Charte des espaces publics de la métropole qui est aujourd'hui en presque signature, qui pose la question, qui réintègre la question des défis de valeur. À quelle valeur vont répondre les espaces publics du futur, et comment on pose un système relationnel qui va derrière répondre techniquement à la chose, mais on pose la question relationnelle au centre de cette préoccupation. La question de la ville à hauteur d'enfant, par exemple, est un vrai paradigme changeant, où on pose la question du rapport finalement du rapport du plus petit, du plus fragile dans un espace plus grand. Et cette question de la manière dont on dessine un territoire est une manière de raconter notre culture. On peut la trouver dans la manière dont on dessine architecturalement une école, la manière dont on pense un abord d'école, un abord de collège, un abord de lycée, la manière dont on dessine un parc, la manière dont on trace des lignes de mobilité. Donc tout ça vient nous raconter quelque chose culturellement de qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer ensemble. La question est assez éclairée sur la question de la ville relationnelle est assez éclairée quand on aborde la question de la nature en ville. Donc on a beaucoup d'études qui nourrissent cette réflexion-là sur l'intérêt de ramener de la nature en ville et la relation à la nature. Alors elle est peut-être parfois trop apportée par le prisme d'un nouvel équipement et pas suffisamment comme un partenaire vivant, interdépendant et dans une relation d'interdépendance. Et effectivement, c'est compliqué de penser la nature comme partenaire quand, en tant qu'être humain, déjà, socialement, cette idée-là n'est pas suffisamment ancrée. Et puis, au-delà de l'apport de la nature en ville, il y a la manière dont on dessine un espace de vie, les perspectives, l'agencement, la hauteur des bâtiments, la luminosité des rues, l'éclairage de jour, l'éclairage de nuit, tout ça sont des éléments qui finalement mettent en relation un individu avec son territoire. Et c'est peut-être cet éclairage qui nous semble intéressant aujourd'hui, c'est comment on améliore notre capacité relationnelle sur un territoire, comment la manière dont on dessine l'urbain nous propose une nouvelle capacité finalement relationnelle avec notre territoire. Et cette capacité relationnelle, elle est extrêmement importante. C'est pas un superflu, c'est pas un supplément d'âme, dans ce sens où quand on a été confronté à une crise sanitaire, à un confinement, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait un enjeu de santé physique, mais il y avait un enjeu de santé mentale. Et pour pouvoir améliorer sa santé mentale, on avait besoin de ces espaces de régénération cognitive et sociale.
et que finalement, si on n'a pas suffisamment bien pensé ces territoires-là, ben, il est compliqué d'activer, en tout cas ces ressources, ces leviers de robustesse pour pouvoir faire face à des crises auxquelles on est confronté. Je pense que la crise sanitaire, personne ne s'y attendait avec cette idée de confinement. Par contre, la crise sanitaire nous a éclairé sur une pratique très intéressante de la ville, c'est que quand on a été confiné à un périmètre de 1 km, le 1 km de périmètre égale les 15 minutes à pied de chez soi. Et c'est intéressant de se poser la question de quelle capacité relationnelle d'un territoire à 15 minutes de périmètre de chez soi, et comment on peut vivre socialement, comment on peut se développer, comment on peut s'épanouir, comment on peut agir, comment on peut se régénérer dans une ville relationnelle avec un périmètre aussi restreint. Donc ça, c'est un enjeu qui est quand même pas mal questionné dans les politiques publiques. Mais voilà, donc c'est cet enjeu-là. Et puis, l'enjeu de la santé culturelle, pour moi, c'est vraiment cette idée de remettre la culture dans le sens anthropologique, dans le sens comment on dessine une société, comment on dessine un projet de civilisation sur un territoire. Et cette culture-là redevient centrale dans notre manière de penser nos territoires. Et c'est peut-être cet enjeu-là qui me semblait intéressant, qui était traité par le prisme de santé culturelle. Très rapidement, donc la question, peut-être une des questions qu'on peut se poser, c'est de quoi sommes-nous nourris culturellement sur un territoire, en dehors des lieux de culture? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la culture, elle est logée dans des lieux de culture, mais où est-ce qu'elle se loge ailleurs et comment elle nous permet finalement d'être un levier de régénération cognitive, de régénération sociale, et on le sait très bien d'un point de vue. Et donc il y a le levier des sciences cognitives peut-être qui est intéressant à amener dans les boîtes à outils des travaux des collectivités territoriales, c'est de se dire les sciences cognitives finalement elles sont intéressantes parce qu'elles nous éclairent sur un point très important, c'est que un processus émotionnel est un processus décisionnel qui se traduit en processus comportemental. Et c'est intéressant parce que quand on se pose en tant qu'individu sensible dans un espace, on réagit d'une certaine façon émotionnelle qui va induire finalement des comportements, et c'est ces comportements qui vont faire notre culture. Je veux bien du coup le schéma du petit colimaçon de la spirale culturelle. Donc là, voilà. Donc moi, je vous propose cette idée de suite culturelle où l'idée c'est, si on dessinait la culture, moi je joue un peu sur ce terrain-là. Et pour moi, la culture est une perception qui génère un sens critique, qui génère un mode de pensée, qui génère un comportement, qui génère des habitudes. Et à chaque fois qu'on se renouvelle culturellement, qu'on se régénère culturellement, on régénère une perception, un sens critique, une pensée, un comportement, des nouvelles habitudes. Et c'est pour moi, dans cette suite-là que se construit finalement, pour moi, la culture dans l'approche anthropologique, c'est de se questionner à partir de comment on est nourri, comment on se nourrit culturellement d'un territoire, comment on peut opérer des transitions culturelles sur lesquelles s'amarrent les autres transitions finalement, qu'elles soient écologiques, économiques, démocratiques. Voilà, c'est un peu cet enjeu-là. Je veux bien juste redescendre un petit peu. Pour moi, voilà. Donc la culture, elle se définit, c'est la déclaration de Fribourg, mais redessinée comme ça. Elle se définit par un rapport au monde, un rapport au ciel, un rapport aux humains, un rapport au vivant au sens large. Je rappelle juste qu'on est aujourd'hui dans un paradigme de pensée où on distingue humain et non humain. Ça serait intéressant de faire l'exercice, de se dire si on distingue le monde entre vivant, non vivant, qu'est-ce que ça peut générer comme lecture de territoire et une manière d'exprimer son humanité dans le monde. Et ensuite, c'est un rapport aux morts, un rapport à la terre. C'est aussi un rapport aux croyances, aux institutions. Et il y a encore un bug informatique. Et aux sciences. Voilà. Donc si on doit quelque part se poser la question de quelle culture sur notre territoire, c'est peut-être par tous ces rapports, donc cette relation, ces relations-là qui sont intéressantes à questionner pour finalement pour faire bouger les lignes, faire bouger des paradigmes et surtout les partager, parce que l'enjeu dans tout ça, c'est bien beau de définir des nouveaux paradigmes, mais encore faut-il les partager et trouver des instances pour partager ces paradigmes et dérouler ensemble des feuilles de route qui soient cohérentes et efficaces. Et juste ce petit schéma-là non, je veux bien regarder celui-là. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais donc sur ce petit schéma-là, l'idée c'est de se poser la question, comme le faisait tout à l'heure Olivier, sur la lecture d'un projet. Moi, la lecture d'un territoire, pour moi, il s'inscrit dans un rapport de sentiment de supériorité ou d'infériorité, toute puissance ou d'impuissance. Et quand on construit un projet qui est basé sur un sentiment de supériorité, toute puissance,
on peut générer des violences réelles ou symboliques. Et de l'autre partie, si on fabrique des cultures qui sont basées sur l'impuissance et le sentiment d'infériorité, on génère aussi des violences réelles ou symboliques qui peuvent se traduire par des démarches vengeancielles ou destructrices. Voilà. Et inversement, là, si on combine des primes de lecture, ça nous donne, par exemple, si on l'a appliqué à un espace public, comment se sent une femme, comment se sent un enfant, comment se sent une personne âgée, comment se sent un homme actif, comment se sent un homme au chômage, comment se sent une personne qui a des troubles de l'autisme, dans cette manière de penser un territoire. Et comment se sent le vivant dans tout ça. Donc c'est des questions, c'était un des outils pour se dire de manière très rapide et très facile, si on doit lire un territoire à travers des rapports de coopération, qu'est-ce que ça donne, ou de non-coopération, qu'est-ce que ça donne. Et puis ça, c'était un peu un petit schéma pour se dire aujourd'hui que, grosso modo, c'est vraiment de grandes lignes, mais se dire aujourd'hui les enjeux visibles d'une politique de la culture, définie par le ministère de la Culture, c'est de soutenir des secteurs d'activité. Et ces secteurs d'activité confrontés à des publics vont générer des enjeux qui sont de l'ordre de l'émotion, des valeurs, des croyances, de l'éthique, du lien social, du rapport à l'espace, au temps, à la santé, tout ça. Et ça serait intéressant de se dire, si on inversait les choses, si on prenait les lunettes du bas pour lire une manière de dessiner des finalités de la culture, si on partait de la question des émotions, des valeurs, du lien social, tout ça, mettre au-dessus, qu'est-ce que ça pourrait générer comme nouvelle manière d'appréhender les outils artistiques, mais pas que, c'est-à-dire les autres outils qui vont faire culture, qui vont participer à dessiner un projet culturel dans le sens anthropologique, civilisationnel. Et c'est peut-être des petits exercices comme ça qui sont proposés. Encore une fois, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont expérimentées. Là, c'était une petite frise que je vous proposais sur un peu, si on retraçait de manière très 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 accélérée. Est-ce que c'est possible de réduire un petit peu de façon très accélérée, l'idée c'était de se dire qu'au XIXe siècle, on a vécu quelque part une révolution quantitative où l'idée principale c'était la performance de l'humain, de l'animal, du végétal dans un monde infini. On est passé par des réajustements, en se posant la question de la condition sociale, et on s'est posé la question de la santé sociale. Puis au fur et à mesure, il y a eu quand même pas mal de changements de paradigme qu'on a rencontrés au fur et à mesure de notre trajectoire commune. À un moment donné, on s'est posé la question de la condition environnementale et on y a répondu par la santé environnementale. Et pour moi, l'enjeu phare aujourd'hui dans cette crise du sens et du sensible, c'est se poser la question de la cognition sociale. Évidemment, à absolument pas déconnecter de la condition sociale. C'est un enjeu fort de lier les deux, conditions sociales et cognition sociale. Cependant, on le voit bien que ça transcende les catégories socio-économiques. La question de la cognition sociale, on a vu avec la crise sanitaire et le rapport, par exemple, au vaccin, au rapport à d'autres sujets, que ça transcendait la question des classes sociales et que la question de la cognition sociale est un enjeu fort pour agir un peu quelque part sur notre santé culturelle, qui est notre santé civilisationnelle, pour peut-être aller petit à petit cheminer vers une révolution qualitative qui est plutôt basée sur la robustesse du vivant dans un monde fini. Voilà pour... Les derniers slides. Voilà. Et puis je rends hommage à notre collègue Sylvia. Donc on a repris un petit schéma des ODD où justement je montrais ici l'idée de l'évolution de la thématique des ODD jusqu'en 2015. Et on est en 2007 où on a produit la déclaration de Fribourg. Et on se voit bien que malheureusement ces deux mondes ne dialoguent pas tant que ça. Et que ça serait intéressant de se poser la question comment faire dialoguer ces deux mondes de la culture et de l'environnement pour qu'on puisse mieux imbriquer les choses, mieux penser nos paradigmes, mieux les partager et mieux écouter sur la même fréquence les récits des uns et des autres pour pouvoir finalement faire projet ensemble, parce que l'enjeu c'est celui-là, les citoyens sont au front devant chaque fluctuation, devant chaque besoin de résilience, et c'est les citoyens qu'il faut outiller en premier lieu parce que c'est eux qui sont au front. Donc comment on outille, comment on crée les conditions de la robustesse des citoyens pour pouvoir finalement appréhender le monde incertain et un peu parfois anxiogène. Merci beaucoup Nawel. Donc on le voit bien, tout ça est très dense, il faut le reconnaître. Ce sont des apports bien sûr qu'on en soupçonnait
on soupçonnait l'existence, bien sûr, mais de les entendre aujourd'hui et de savoir que peut-être ils vont nous permettre d'amarrer les transitions. C'est vrai que Steve Handel, c'est quand même pas complètement évident de se projeter et d'organiser cette fameuse bifurcation. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez des apports aussi exigeants, parce qu'il y a une exigence dans cette façon d'avancer sur la culture. Est-ce que, dans le fond, vous êtes, vous, porteur de ces valeurs, et c'est-à-dire que vous faites la synthèse de tout ça quand vous prenez des décisions, quand vous faites des choix, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un enjeu à culturer les territoires et d'aller un peu expliquer ces paradigmes qui bougent? Comment vous percevez cette intensité proposée là aujourd'hui de contenu, et est-ce que vous pensez qu'il y a une métropole ou des collectivités qui sont tout à fait à même de faire ces fameux couplages un petit peu nouveaux? Est-ce que vous êtes confiant dans le fait d'intégrer toutes ces informations? Je pense qu'on a l'ensemble des choses devant nous. Après, je ne suis pas très confiant sur le fait que, d'abord, je pense qu'on n'est pas capable pour l'instant de tenir le premier point que pose Olivier, qui est il faut accepter que ça va s'arrêter, ou accepter de s'arrêter. Et que globalement, que ça soit dans le cadre de l'action politique qui est la mienne, au sens maire de Villeurbanne, ou la nôtre, métropole de Lyon, je trouve que le temps politique laisse peu d'espace pour cela. Et que ça, notre société est en train d'en pâtir fortement. J'ai pas de réponse, je demande pas à ce qu'on soit élu permanent, mais du coup qu'on soit ou que d'autres soient, peu importe cette question-là, mais je pense qu'il y a vraiment quand même la question de s'arrêter et comment est-ce qu'on élabore ensemble un certain nombre de schémas qui vont quand même être profondément différents. Et y compris, je peux le retrouver parfois, Nawel, je suis désolé, mais dans une forme, dans l'urgence que vous ressentez à construire ce qu'il faudrait être la réponse, à finalement déjà être dans cela, quoi, en se disant, de toute façon c'est le bordel, il faut y aller, il faut se bouger, il faut trouver des trucs, voilà. Mais sincèrement, je m'associe à vous quand vous faites ça, parce que vous avez à la fois, je sais pas pourquoi vous faites cela, peut-être aussi pour des convictions perso, non mais si j'ai préfacé votre bouquin, c'est qu'il y a des choses que j'ai senties dans les valeurs que nous partageons, donc voilà, sinon je mets pas mon nom à côté du nom de quelqu'un d'autre, voilà, et donc je pense quand même que un des soucis qu'on a aujourd'hui, c'est que ces espaces-là d'élaboration, on les a assez peu finalement. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et que du coup, il faudrait peut-être qu'on accepte que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui est important parce que c'est en train de creuser les éventuels alors changement de direction, transition, peu importe, mais les modifications nécessaires. Mais à un moment, il faut aussi qu'on soit extrêmement honnête, nous, femmes et hommes politiques, dans le fait de reconnaître très humblement le fait qu'en fait on ne sait pas où on va. Et ça, si on le fait pas, d'abord, on voit ce que ça donne quand on essaye de dire qu'on est sûr de où on va et que comment on va y aller et que c'est nous qui avons rien compris et que les autres, voilà. Donc, mais c'est surtout notre société aujourd'hui ne construit pas le politique comme un lieu de création de cadre d'humilité dans lequel on peut avancer. Alors nous on essaye à Villeurbanne, on essaye sur la métropole en développant plein de choses très modestement, mais je n'ai pas l'impression que ça fasse système, et j'ai quand même l'impression qu'on est en train de penser qu'on va répondre à des transitions par un autre modèle de performance, et que ça on va le payer cher, quoi. Et je comprends tout ce qui peut nous amener à vouloir aller vite au regard de l'urgence. D'abord, 20 ans de frustration sur le fait qu'un certain nombre, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, mais sur des gens qui disaient des choses et dont on disait qu'ils n'avaient rien compris à ce qui se passait, mais que globalement, on peut aujourd'hui dire qu'ils avaient quand même plutôt raison. Alors moi, je suis un des derniers socialistes, donc voilà, je suis pas en train de dire que c'est nous qui avions raison. Je dis que d'autres ont eu raison et que nous, y compris, on a mis un peu de temps à comprendre. Et donc, il y a ce truc-là. Vous l'avez bien dit, voilà, donc du coup ça génère un peu un truc de on va le faire du coup, mais sauf que à un moment il faut accepter que quand on est aux responsabilités et que certes on avait le bon diagnostic, c'est pas parce qu'on avait le bon diagnostic que forcément on a la bonne
manière d'y aller. Et encore, il n'y a aucune polémique politicienne dans ce que je dis, il y a juste le partage très sincère d'un homme politique dans une équipe en train de bouger et qui sincèrement parfois se dit que ça va être compliqué quand même, malgré le fait qu'on soit dans une métropole qui est dotée de moyens colossaux, qu'on a des gens qui sont bien, qui sont motivés, qui ont envie d'y aller, mais pardon, ça plombe un peu l'ambiance, mais ne nous disons pas qu'on a tous les solutions parce que mais pour autant, ça va pas le faire. On le voit là, on est dans une situation où assez questionnante, c'est presque un peu un ovni d'amarrer des échanges professionnels comme ça. En même temps, on le fait, parce que est-ce que de votre point de vue, il y a un espace de questionnement, de boucle de savoir à la manière dont Damien Sonnet a témoigné sur la santé environnementale? Est-ce que la santé culturelle pourrait nous réunir dans la façon un petit peu de poser des jalons? Bien sûr, on ne peut pas s'imbriquer tous les uns les autres comme ça, mais est-ce que ça pourrait, au moment où vous ouvrez la mulatière, les grands locaux, vous allez avoir effectivement une ouverture sur peut-être d'autres perspectives? Est-ce que ces groupes de travail peuvent aussi être quelque chose qui vienne nourrir votre réflexion? Moi, j'ai du mal à répondre, et je l'ai dit à Olivier, parce que quand on s'est vu déjeuner, il dit on va parler de santé culturelle. Je dis mais moi, j'ai rien à dire sur la santé culturelle. J'étais comme vous, je ne vais pas parler de CAM, mais voilà. Après, et on le fait pourtant. Là où je peux rejoindre, c'est que je suis de ceux qui disent qu'il me semble qu'une des dernières portes de sortie, alors Olivier dit que c'est la nature, mais bon, il n'y a pas de politique publique de la nature, enfin si, bref. Moi je dis la politique publique des cultures peut être l'une des dernières politiques qui peut sauver le monde, ou le changer, ou en tout cas nous conduire à trouver des espaces de changement commun. Voilà, je le dis avec une forme de grande naïveté, donc on me regarde, peu importe, mais ça par contre je le vis dans mes tripes, quoi. Je crois qu'il ne nous reste plus que cela. Quel est le récit qu'on va écrire ensemble, et pas de storytelling. Enfin, j'ai dit quel est le récit, quelle est notre histoire, parce qu'en fait, en gros, on arrive à la fin d'une et il y en a une autre à construire, et que la culture, et il ne s'agit pas du tout de l'instrumentaliser, c'est qu'on n'est pas en train de demander à la culture d'écrire l'histoire. On dit juste que la culture, par les émotions qu'elle nous fait vivre, par les chocs esthétiques, par les bouger, parce que quand Olivier dit qu'il faut qu'à un moment on bouge, en fait, il n'y a que la culture qui peut des fois nous emmener dans ces moments de nous décoller, quoi. Enfin, où on se regarde à l'œuvre dans un truc un peu transposé, et on se dit non, en fait c'est pas jouable, ça va pas le faire si on... donc voilà, moi c'est pour ça que je dis très sincèrement que je crois que les politiques culturelles sont finalement celles qui ont le plus de leviers de transformation. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de politique de mobilité, qu'il ne faut pas avoir de politique d'emploi et tout ça. C'est couplage complexe. Oui, il y a une personne du Citral. Oui, mais une fois que je vais dire ça, on va se dire allez tiens, on va mettre un peu de culture dans tous les trucs. Donc, enfin, il faut juste qu'en fait on arrête de penser comme on pensait. Voilà. Et je ne sais pas comment on va faire, c'est tout. Et du coup ça crée beaucoup d'incertitudes, mais voilà, acceptons cela. Mais on va y arriver quand même pourtant, je pense. Il n'y a aucune raison, parce qu'on fera des réunions comme celle-ci.